Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Contre-Journal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Aïssa de l'Axe de la Résistance. Aïssa, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Alors Aïssa, vous étiez déjà venu nous rendre une visite fort intéressante pour le Contre-Journal numéro 3, intitulé Qui a mis le feu en Syrie? Et aujourd'hui, vous êtes revenu nous voir pour nous parler de la Palestine. Bah oui, merci de votre invitation. Merci à vous. Alors, petite introduction pour nos auditeurs. Un bref rappel historique. Le 14 mai 1948, Israël déclare son indépendance, la veille du mandat britannique, la veille de la fin du mandat britannique, pardon. Le 15 mai 1948, soit le lendemain, débute la première guerre israélo-arabe, avec d'un côté Israël, de l'autre côté l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Arabie saoudite, le Yémen du Nord. En plus de ces États, il y avait d'autres forces armées, avec le Djihad al-Muqaddas et l'armée de libération arabe, et des volontaires étrangers, les frères musulmans, les Pakistanais et des Soudanais. Cette guerre va se terminer sur une victoire sioniste le 10 mars 1949. Alors, dans ce conflit, on observe une certaine unité arabe et plus largement musulmane, et surtout, on voit que, au départ, les frères musulmans sont opposés à l'État d'Israël. Alors, petite question sur les frères musulmans. Est-ce que cet État perdure? Est-ce que les frères musulmans constituent toujours une force d'opposition à l'entité sioniste? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, en tout cas, idéologiquement, on pourrait dire que ça perdure, puisqu'effectivement, cette confrérie, qui a été fondée par Hassan al-Banna dans les années 20 en Égypte, a fait des petits, entre guillemets, dans le monde arabo-islamique. Et aujourd'hui, clairement, des mouvements de résistance comme le Hamas ou le djihad islamique se revendiquent être idéologiquement impactés, en tout cas influencés par ce travail des frères musulmans. Mais en tout cas, il n'y a aucun mouvement aujourd'hui, ni même à partir des années 50, disons 50-60, il n'y a aucun mouvement qui émanait directement du commandement officiel central des frères musulmans, aucun mouvement donc armé qui a continué de participer à la lutte de libération de la Palestine. Les frères musulmans ont effectivement participé à la lutte de libération pendant la première guerre israélo-arabe, mais après ça, ils ont très vite été, notamment après l'assassinat de Hassan al-Banna, qui a eu lieu, je pense, en 1949, si je ne me trompe pas. À partir de là, on a commencé à avoir son remplacement, en fait, à la tête des frères musulmans, notamment par Saïd Ramadan, qui est le père de Tariq Ramadan, qui a été très vite approché par l'élite américaine des États-Unis d'Amérique pour finalement leur offrir des moyens essentiellement qui devaient être dirigés contre l'Union soviétique, c'est-à-dire contre les États arabes alliés de l'Union soviétique, notamment contre Gamal Abdel Nasser en Égypte, contre Hafez al-Assad en Syrie, et aussi plus tard, dans les années 80, contre l'Afghanistan. Mais on peut, en tout cas on se doute, et sur le terrain on se rend compte que la contrepartie, c'était qu'ils abandonnent leur lutte de libération de la Palestine, puisque pour ça, ils n'ont jamais bénéficié d'un moyen américain, et même sans les moyens américains, le commandement des frères musulmans n'a jamais déclaré vraiment de lutte officielle contre l'occupant et contre la souillure sioniste. Après l'assassinat de Hassan al-Banna, pour être très clair. On va aborder la question du nationalisme arabe. En 1952, une révolution éclata en Égypte et les nationalistes arabes prirent le pouvoir. Des nationalistes qui subirent une attaque du Royaume-Uni, de la France et d'Israël en 56-57 pour la prise, pour le contrôle du canal de Suez. Ce qui a derrière
débouché sur une guerre qui a été gagnée donc par Nasser, et cette guerre gagnée par Nasser va susciter un certain nombre d'espoirs. Mais très rapidement, ces espoirs vont être déboutés, puisque avec la guerre des 6 jours, l'Égypte perd face à l'entité israélienne en 67. Et donc finalement, la période du nationalisme arabe va s'achever en 78, lorsque Sadat va signer les accords de Camp David, qui constitue une paix séparée. Donc c'est un tournant, puisque cela brise l'accord tacite qu'il y avait entre toutes les nations arabes. Question, comment aujourd'hui le nationalisme arabe a permis de lutter contre l'entité sioniste, et quel fut l'impact de la guerre des 6 jours sur les résistants au sionisme? Disons que le nationalisme arabe, avant de venir au nationalisme arabe d'aujourd'hui, clairement, il a déjà motivé les troupes. C'est-à-dire que clairement, il a fourni une idéologie qui a fait rêver les foules arabes, notamment dans toute la période de décolonisation, hein. Donc déjà, je dirais que idéologiquement, il a permis de mettre des objectifs qui étaient totalement louables. Ensuite, émotionnellement, il a suscité beaucoup d'espoir, vous le disiez vous-même dans votre énoncé, et c'est une chose à ne pas oublier et à ne pas minimiser, hein, lorsqu'on parle de Gamal Abdel Nasser et de sa fameuse émission de radio là, qui était créée en Égypte, Saout al-Arab, si je ne dis pas de bêtises, donc la voix des Arabes, c'était quelque chose qui était écouté dans tout le monde arabe, et ça a suscité d'immenses espoirs à cette époque-là. Donc sur ce plan-là, on peut vraiment saluer le rôle qu'a joué le nationalisme arabe dans cet effort pour libérer la Palestine, et pas que d'ailleurs. Par contre, je dirais que d'un point de vue stratégique, on avait vraiment des États qui sortaient, on va dire, de leur période domination, soit par l'Angleterre, soit par la France, qu'on avait quand même des États assez faibles, avec des visions stratégiques assez mauvaises, des cadres assez mal formés. On a vu aussi que les sionistes là-dedans étaient bien plus forts pour s'amener un soutien occidental, et même soviétique, hein, lorsqu'on parle de l'épisode 48. Donc, je dirais que le nationalisme arabe a certainement été bien moins fort que le sionisme sur l'aspect stratégique. Et disons que on peut aussi critiquer dans le nationalisme arabe l'aspect un petit peu, parfois un petit peu tyrannique et dictatorial, qui a mal su gérer, on va dire, tout le potentiel et l'énergie dont il disposait, notamment au sein des peuples, pour les faire participer à cet effort de libération. Et enfin, il y avait aussi quand même une notion qui était assez difficile, qu'on a beaucoup vu dans les années 70 et encore plus dans les années 80, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de corruption. C'est-à-dire qu'on avait quand même des gens qui n'étaient pas très ancrés dans leur tradition arabo-islamique, mais qui avaient quand même tendance à vouloir pas mal imiter l'Occident, un peu l'idéologie des Lumières et du modernisme, ce qui parfois donnait un peu des problèmes d'éthique et de dépravation des mœurs, qui entraînaient une certaine forme de corruption chez certains groupes. Donc je dirais que là, on a dressé un petit peu un tableau général lorsqu'on veut en parler vraiment de manière générique. Maintenant, sur ce qu'il reste du nationalisme arabe, je dirais que finalement, on peut dissocier 2 types de nationalisme arabe. Celui qui a beaucoup fait rêver, mais qui a beaucoup déçu. On peut parler du nationalisme égyptien, hein, avec cette grande épopée de Gamal Abdel Nasser qui se finit quelques années après sa mort, avec Sadat qui signe les accords de Camp David en 1978, donc une immense déception. Ensuite, on a Saddam Hussein qui prend le flambeau du nationalisme arabe tout de suite après, d'ailleurs, hein, à partir de 79, 80, si je ne dis pas de bêtises. Et pareil, une énorme déception, parce que, d'ailleurs, les gens ne s'en sont
pour beaucoup toujours pas remis, parce qu'ils ont encore le rêve que Saddam Hussein allait faire quelque chose. Or, il n'a rien fait, si ce n'est se faire armer par les Occidentaux pour faire la guerre à la République islamique d'Iran. Mais à part ça, pour la Palestine et pour la cause arabe, il n'a absolument rien fait, il n'a eu aucun résultat, il n'a même pas été capable de résister plus de quelques semaines face à l'invasion américaine. Donc, encore une fois, je dirais qu'on peut le classer dans cette partie du nationalisme arabe qui a beaucoup fait rêver, mais qui a aussi et surtout beaucoup déçu sur le terrain. Et enfin, on a l'autre partie, qui est ce qui reste de véritablement efficace sur le plan idéologique, émotionnel, mais aussi et surtout stratégique et factuel, à savoir le nationalisme arabe syrien de Hafez al-Assad, qui bizarrement a beaucoup moins été promu dans les médias aux occidentaux que Gamal Abdel Nasser, que Yasser Arafat ou que Saddam Hussein, selon les époques, hein, bien entendu. Saddam a été diabolisé dans les années 90, mais il était vraiment promu dans les années 80, justement pour faire la guerre à l'Iran. Hafez al-Assad n'a jamais été promu de la sorte dans les médias occidentaux, mais justement parce que je pense que c'était le leader arabe qui avait la meilleure vision stratégique, qui faisait peut-être beaucoup moins de rhétorique dans ses discours, bien que c'était quand même quelqu'un de très charismatique, mais qui était beaucoup plus factuel, stratégique, c'était plus un homme de l'ombre, mais quelqu'un de beaucoup plus efficace sur le terrain. Et on l'a vu, notamment, c'est le premier grand leader à avoir récupéré de manière permanente des territoires qui avaient été occupé et pris par l'entité sioniste. En 1974, il a réussi à récupérer la moitié des territoires syriens qui avaient été pris durant la guerre de 73. Notamment, il a libéré la zone de la ville de Konaitra en Syrie. Et puis aussi et surtout, ensuite, il a participé à l'effort de guerre au Liban contre l'invasion israélienne, puisque je rappelle qu'à cette époque-là, la souillure sioniste avait envahi le Liban, était arrivée jusqu'à la banlieue sud de Beyrouth. Et donc à ce moment-là, les Syriens étaient présents au Liban et ont participé à l'effort de guerre de manière même directe, hein. Ils ont combattu l'armée sioniste. Donc ça, c'est un grand effort. Puis enfin, il y a eu ce fameux soutien, ce pont stratégique entre l'Iran et Hezbollah, dont Damas est une pièce absolument fondamentale, indispensable. Et donc, ce qui explique que le jour de la libération du Liban, le 25 mai 2000, dont on fêtait l'anniversaire il y a quelques jours, le 25 mai 2000, Saïd Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, avait bien précisé qu'il y avait absolument deux États dont il fallait considérer qu'ils étaient des acteurs absolument fondamentaux dans cette victoire. C'était la République islamique d'Iran de Saïd Ali Khamenei et la République arabe syrienne de Hafez al-Assad, qui sont vraiment des pays qui ont tout donné pour cette résistance antisioniste. Et jusqu'à aujourd'hui, disons que cette vision du nationalisme arabe reste jusqu'à nos jours la seule aujourd'hui qui est permis et qui continue de permettre un approvisionnement de la véritable résistance, que ce soit à l'occupation américaine en Irak, à l'occupation précédente, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, mais l'ancienne occupation sioniste du Liban ou l'occupation sioniste en Palestine. C'est aujourd'hui le seul pays qui se revendique encore du nationalisme arabe et qui soit aux côtés des résistants sur tous ces terrains de lutte. Alors en 1979, le Shah, c'est-à-dire le roi en iranien, Mohammad Reza Pahlavi, est renversé au profit de la révolution islamique d'Iran, et c'est l'imam Khomeini qui prend le pouvoir. Alors, à partir de 1979, l'Iran, qui était sous le Shah plutôt du côté occidental, devient l'un des moteurs de la lutte contre Israël et fournit armes, munitions, mais aussi entraînement et soutien militaire aux Palestiniens. Alors, la lutte ne se fait plus sur le plan du nationalisme arabe, cette fois-ci, puisque l'Iran est une nation historiquement et majoritairement perse, mais plutôt sur le plan religieux. Alors, je vais poser la question, en quoi l'arrivée de l'Iran dans la résistance palestinienne a bouleversé la lutte contre Israël et pour la Palestine? Et est-il possible que l'Iran abandonne un jour cette lutte? C'est une petite question provocatrice. Et juste, je voudrais faire une petite incise.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce rôle de l'Iran dans la résistance palestinienne et du fait qu'elle le place non plus sur le plan ethnique au nationalisme, mais sur le plan religieux, d'autant qu'on pourrait se dire de loin que ça peut sembler illogique, puisque l'Iran est la grande puissance chiite et que les Palestiniens, jusqu'à maintenant, étaient plutôt soutenus par les puissances sunnites et que la majorité des Palestiniens sont sunnites. Alors déjà, la première question, qu'est-ce qu'a apporté l'Iran? J'ai envie de dire que déjà, c'est un bel énoncé, pratiquement tout est dit, hein. C'est-à-dire que soutien en armes, soutien en formation militaire, financement de la lutte armée, ce qui permet un petit peu de défaire aussi les pièges dans lesquels on essaye de faire tomber et la résistance palestinienne et les soutiens à la résistance palestinienne dans le monde arabe, à savoir que normalement, notamment qu'on a des États comme le Qatar ou la Turquie qui soutiennent financièrement, en fait, y compris des mouvements de résistance palestinienne, mais ils ne soutiennent qu'en argent, que financièrement. Or, lorsqu'une guerre éclate, on a besoin d'armes, de munitions, de combattants, de formation, de coordination aussi d'un point de vue du renseignement. Or, ni la Turquie ni le Qatar ne fournissent ce type de soutien. Ce qui permet de comprendre qu'en fait, très souvent, ce soutien financier est plus une manière de corrompre la résistance palestinienne et de tenter de lui faire baisser ses armes plutôt qu'un véritable soutien motivé par de réels objectifs religieux, louables, etc. Donc effectivement, tout est dit dans l'énoncé, soutien militaire, financier, logistique, etc., de la part de la République islamique d'Iran envers les mouvements de résistance dans la région, qu'il s'agisse de Hezbollah au Liban, de Djihad islamique, Hamas, FPLP en Palestine, à l'armée arabe syrienne en Syrie, et à la résistance irakienne également, hein, dans les années 2000. Du coup, voilà, là, tout est dit. Ensuite, la question, c'était comment comprendre cette ambiguïté entre cette puissance religieuse qui fait basculer cette résistance plutôt laïque, nationaliste arabe vers un modèle plutôt islamique. Je dirais qu'il y a un aspect qu'on ne peut pas nier, ce qui est que l'Iran est bien une république islamique, une révolution islamique, chiite, imamite, duodécimaine. Et du coup, là-dessus, il n'y a pas... C'est absolument indéniable. Et il est clair que ces motivations, elle les puise dans son idéologie, dans sa croyance, dans sa compréhension de l'islam, et y compris dans ses visions eschatologiques. C'est indéniable. Mais là où des gens se servent de cette dimension pour créer des réactions absolument sectaires et confessionnelles à l'encontre de l'Iran, ils disent « mais vu que c'est des chiites, ils servent un agenda chiite ». Non, ils ont des motivations qui effectivement sont islamiques avec leur compréhension chiite, mais pour cela, ils servent absolument l'intérêt de tout le monde et de la justice qui concerne absolument toutes les composantes du monde arabo-islamique, puisque vous l'avez tout à fait de manière absolument pertinente déjà souligné, ils soutiennent le Hamas et le djihad islamique qui sont des mouvements de résistance sunnites. Ils soutiennent Ansarullah au Yémen qui est un mouvement zaïdite, chiite mais zaïdite, non pas décimain. Ils soutiennent l'armée arabe syrienne qui est une résistance laïque. Bachar al-Assad qui est un chiite alaouite, donc pas duodécimain. En vérité, le seul mouvement de grande envergure qui corresponde totalement idéologiquement à leur vision, qu'ils soutiennent, c'est Hezbollah au Liban. Or, on voit bien que le travail de soutien financier, logistique, militaire, de formation qu'accomplit le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran au Moyen-Orient se fait essentiellement et avant tout vers des mouvements qui ne sont pas chiites duodécimains comme lui il l'est. Donc effectivement, il y a une dimension qui est vraie, qui est véritable. Les motivations sont bien religieuses dans le sens où ils considèrent que leur vision du chiisme duodécimain les oblige à mener ce djihad-là, d'aller se porter au secours et de soutenir les opprimés dans le monde, où qu'ils soient, y compris au Venezuela d'ailleurs. Par contre, le soutien qu'ils fournissent n'est pas uniquement destiné à des chiites duodécimains. Il est aussi destiné à des chrétiens, à des musulmans sunnites et de toute confession.
Ensuite, je crois que la deuxième question, c'était est-ce que l'Iran pourrait un jour laisser tomber la Palestine? C'était bien ça, non? Oui, tout à fait. Bah, je dirais que bien sûr, hein, bien sûr qu'ils peuvent. Tout comme les Juifs israéliens peuvent se réformer et devenir de gentilshommes qui soient pour la libération de la Palestine, tout comme Erdogan pourrait gicler les bases américaines et de l'OTAN qu'il a sur son territoire, tout est possible. Les Iraniens ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Toujours est-il qu'à l'heure où on parle, c'est-à-dire au mois de mai 2022, c'est le pays qui a le plus soutenu la résistance palestinienne, libanaise et la résistance face à l'axe américano-sioniste de manière générale au Moyen-Orient, et ce depuis 40 ans. Pas depuis 6 mois, pas depuis 2 ans, pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans. Donc en vérité, je dirais que les gens qui nous font dire: «Oui, mais il pourrait bien», oui, mais bien sûr que ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Mais, aujourd'hui, on n'a aucune raison de se tourner en priorité vers une autre puissance parce que toutes les grandes autres puissances de la région sont des traîtres vis-à-vis de la résistance palestinienne. Sunnite. L'Arabie saoudite, qui se revendique comme étant un État sunnite, mais qui est un État sioniste, n'a jamais soutenu la résistance armée palestinienne. La Turquie, qui s'est revendiquée être le fer de lance de la lutte pour les printemps arabes et la libération de la dictature, je ne sais quoi. Déjà, c'est une dictature elle-même. Elle a beaucoup joué de l'antagonisme chiite-sunnite pour faire imploser la Syrie. Elle ne soutient pas la résistance islamique sunnite à Gaza, d'un point de vue militaire. Donc, nous voyons bien que la République islamique d'Iran, aujourd'hui et depuis 40 ans, est le premier soutien à toutes ces formes de résistance, qu'elles soient menées par des musulmans sunnites, par des chrétiens, par des laïcs ou par des chiites, duodécimains, alaouites, zaïdites ou des chrétiens. Et que du coup, nous n'avons absolument aucune raison de douter de leur sincérité et ni de leur comportement. Et effectivement, si un jour l'Iran redevenait des traîtres comme Erdogan, comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, vis-à-vis de la résistance palestinienne, alors on les traiterait, c'est-à-dire l'Iran, comme ils le méritent. Mais aujourd'hui, on les traite comme ils le méritent, à savoir que c'est la première nation islamique au monde à soutenir cette noble cause de libération de la Palestine, du Masjid al-Aqsa et de Gaza. Je vous propose qu'on aborde plus précisément la question de la Palestine. Et donc, la Cisjordanie est aujourd'hui dirigée par le Fatah et Gaza est sous la direction du Hamas. Donc, la résistance s'articule aussi autour du djihad islamique. Est-ce qu'on peut dire que le Fatah est l'expression du nationalisme arabe, le Hamas est celle des frères musulmans et que le djihad islamique est inspiré de la révolution islamique d'Iran? Et quelle est la différence sur le terrain entre ces différents acteurs? Alors je ne pense pas qu'on puisse vraiment, que ça soit la meilleure manière de les différencier, c'est-à-dire de regarder sous l'angle idéologique. Parce qu'en vérité, si on prend d'un point de vue du nationalisme arabe, il existe des mouvements comme le FPLP ou également le nationalisme arabe de la Syrie, j'en parlais tout à l'heure, qui ne sont absolument pas sur les mêmes lignes que le Fatah. Ensuite, si on parle des frères musulmans, par rapport au Hamas, c'est vrai que les Hamas sont très influencés idéologiquement par les frères musulmans, mais le djihad islamique aussi. Donc c'est pas une véritable différence entre ces deux mouvements. Je dirais qu'en vérité, ce qui est vraiment un critère de démarcation entre tous les mouvements là, que vous avez cités, c'est leur volonté de résister ou non à l'axe américano-sioniste, et donc sur le terrain palestinien à l'occupation sioniste de la Palestine, et aussi et surtout les choix des alliés qu'ils font. Lorsqu'on parle du Fatah, donc de Yasser Arafat avant et de Mahmoud Abbas aujourd'hui, on voit très clairement qu'ils ont abandonné la lutte armée depuis très très longtemps déjà, et que clairement ils bénéficient de financement et de l'Union européenne et de l'Arabie saoudite justement pour les inciter
même pour leur imposer, en vérité, c'est une monnaie d'échange, hein, à baisser leurs armes et à refuser l'idée de lutte armée pour récupérer les territoires palestiniens. Donc ça, c'est un premier clivage qui existe entre deux camps, celui de la résistance, qui prend son soutien essentiellement en Syrie et en Iran, et celui de la soumission, qui prend ses soutiens, non pas en armes, mais en financement, en vérité en corruption, hein, essentiellement en Arabie Saoudite et auprès de l'Union européenne. Ensuite, lorsqu'on parle du Hamas et du djihad islamique, il est vrai qu'idéologiquement, ils sont très imprégnés par, j'ai envie de dire, le terreau littéraire et idéologique fourni dans la première moitié du XXe siècle par les frères musulmans. Mais sur le terrain, en vérité, ce qui les fait exister d'abord et avant tout, c'est leur choix de résistance. Et c'est les moyens de résistance dont ils disposent. Donc là encore, c'est parce qu'ils sont armés par la République islamique d'Iran, par Hezbollah, par la République arabe syrienne. Et c'est ça qui les démarque véritablement par rapport à d'autres mouvements totalement islamiques, notamment salafistes, mais qui ne résistent pas parce qu'ils passent, notamment à Gaza, hein, mais qui sont très minimes, hein, qui n'ont pas beaucoup de voix, mais qui passent leur journée à condamner les chiites, l'Iran, etc. Donc ils n'ont pas de soutien, ils ne peuvent pas résister. Et enfin, si on voulait faire une petite différence entre le djihad islamique et le Hamas, alors il ne se ferait peut-être pas sur le plan opérationnel, puisque les deux en fait ont des branches armées qui disposent d'un soutien iranien, mais je dirais que le djihad islamique est un mouvement plus petit en termes d'effectifs humains, mais beaucoup plus cohérent, c'est-à-dire que sa branche politique, sa branche armée et sa branche médiatique sont absolument tous fédérés ou ont toujours les mêmes positions, à savoir que ce sont des sunnites qui considèrent l'Iran comme leur frère et comme des frères d'armes de premier plan. Dans le Hamas, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on a une branche politique dans Gaza, on a une branche politique mais à l'étranger, qui était anciennement en Syrie, qui a été plus tard au Qatar. On a la branche armée. Et en fait, tous ces différents secteurs et ces différentes composantes du Hamas ont des chefs à leur tête qui ne sont pas toujours d'accord sur les positions à avoir et à adopter. Donc en vérité, on a une branche armée, celle qui fait la guerre, qui est très 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 proche du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. On a une branche politique qui est parfois, notamment sur les affaires étrangères, c'est-à-dire ceux qui cherchent des financements à l'étranger, qui sont très proches de la Turquie et du Qatar. Et on a une branche politique interne à Gaza qui est un peu entre l'Iran et le Qatar et la Turquie. Ça dépend des périodes. Pendant la guerre syrienne, ils étaient un petit peu plus proches du Qatar que de l'Iran. Et je dirais que depuis 3-4 ans, ils sont plus proches de l'Iran que du Qatar et de la Turquie. Alors, on observe quand même parfois quelques tensions sur ces différents groupes. Pourquoi ces tensions? Parce qu'on peut se dire de prime abord qu'ils ont un même ennemi et qui devrait être soudé. De quelle tension précisément parlez-vous? Enfin, de quel groupe? Par exemple, on voit que entre le Hamas et le Fatah, il y a parfois des tensions, qu'il y a un rejet du Hamas de la part du Fatah. Tout à fait. Bah, du coup, ça valide en fait ce que je disais, à savoir que ce n'est pas des tensions qui se légitiment ou qui se justifient par rapport à des conceptions idéologiques, mais plus par rapport à des conceptions stratégiques. À savoir déjà que, par exemple, si on prend le Hamas et le djihad islamique, il n'y a pas de tension entre eux sur le terrain à Gaza. Mais là, vous me direz, ils ont la même idéologie, à savoir une idéologie islamique. Si on prend par exemple le FPLP, Commandement Général, qui est un groupe plutôt marxiste, en tout cas nationaliste arabe plutôt, il n'y a pas de tension entre ce groupe-là et le djihad islamique ou le Hamas à Gaza. Pourquoi? Parce qu'ils ont une même stratégie, celle de la résistance face à l'ennemi sioniste, en s'appuyant sur le soutien du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et de Hezbollah. Donc il n'y a pas de tension entre eux, ni d'un point de vue idéologique, ni d'un point de vue stratégique. Voilà. Maintenant, il est évident que
entre le Fatah et le Hamas, il existe bien des tensions, mais ce n'est pas à cause d'une tension entre nationalisme arabe et islamisme, c'est une tension qui existe en fait entre une composante du peuple et du pouvoir palestinien qui souhaite se soumettre à la volonté, enfin en tout cas aux négociations vis-à-vis des sionistes et qui accepte de se désarmer pour jouir d'une forme de pouvoir politique sur la Cisjordanie ou d'autres territoires. Et de l'autre côté, une autre vision qui est que non, on doit prendre les armes pour récupérer nos territoires et qu'il n'y aura pas deux États, il n'y aura qu'un seul État au bout qui s'appellera la Palestine, dans laquelle il y aura de la place pour les Juifs palestiniens, ceux qui ont toujours été là, il n'y aura pas de place pour les colons, mais aussi et surtout, il y aura un vote, il y aura une décision, et ce sera le peuple palestinien qui décide de ce qu'il doit faire de la Palestine. Comment voyez-vous l'avenir de la résistance palestinienne? Et est-ce qu'un grand conflit à venir, un grand conflit est-il à venir entre les acteurs de la résistance et l'entité sioniste? Bon, alors, premièrement, lorsqu'on me pose des questions sur l'avenir, je répète toujours que je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui adviendra, ne serait-ce que dans quelques secondes, dans quelques minutes. Je ne sais même pas si je serai vivant. Ma vie est entre les mains de Dieu, exalté soit-il. Donc si je ne sais même pas qu'est-ce qu'il adviendra de ma petite personne, c'est difficile pour moi de savoir ce qu'il adviendra à 2000, 3000, 4000 kilomètres. Mais en se basant sur les tendances générales que l'on a pu voir sur le terrain durant ces dernières décennies et en supposant qu'elles continuent dans cette direction, je dirais que d'abord et avant tout, si le peuple palestinien continue d'être aussi héroïque qu'il l'a été pendant des décennies, s'il continue dans sa noble démarche de résistance, de piété vis-à-vis de la lutte de libération de ces territoires et de récupération le fait de récupérer ses droits légitimes, alors un avenir radieux l'attend. Puisque c'est un peuple qui est prêt au sacrifice, mais ce qui dépend surtout de sa victoire sur le plan du terrain, hein, parce que de toute façon, pour un Palestinien ou pour des résistants, lorsqu'ils tombent en martyrs, eux, ils ont atteint la victoire, hein, d'un point de vue spirituel. Mais si on parle vraiment du terrain dans cette vie, ce qui permet vraiment de savoir si on peut espérer une victoire ou non, c'est pas tellement la résistance du noble peuple palestinien, puisqu'il a prouvé sur le terrain pendant des décennies qu'il était prêt à résister, y compris quand il a été abandonné par le monde entier. Donc, c'est pas ça qui va jouer, c'est plutôt est-ce que dans la région, on aura des puissances arabes, islamiques, qui souhaiteront, qui auront le désir, mais aussi et surtout qui auront les capacités de fournir au peuple palestinien les moyens dont il a besoin pour atteindre cette victoire. Et là, je pense aussi qu'on a toutes les raisons d'être extrêmement optimiste, parce que lorsque l'on voit la volonté, la détermination, les choix, mais aussi les moyens dont dispose ce que l'on appelle aujourd'hui l'axe de la résistance, à savoir Hezbollah, l'armée arabe syrienne, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le Hajj Jarbi en Irak, la mobilisation populaire, Ansarullah au Yémen, on a toutes les raisons de croire que ce noble peuple palestinien, qui résiste héroïquement depuis des décennies, bénéficiera de plus en plus d'un soutien militaire, logistique, matériel de la part de cet axe de la résistance, et que tout ça combiné ensemble, si ça continue dans la même direction, je pense que la victoire aura lieu très prochainement, si Dieu le permet.